Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Nous démarrons donc aujourd'hui notre 10e Delville Academy. Certains d'entre vous nous suivent régulièrement et d'autres nous connaissent peut-être un petit peu moins. Donc, quelques mots sur notre cabinet. Donc, Delville Management est un cabinet de management de transition pure player. Nous sommes aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs avec une présence à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Munich. Nous avons un club de dirigeants, le Club Delville, constitué d'experts qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers donc la Delville Academy. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Jean-Georges Malcor, qui est administrateur d'entreprise et ancien dirigeant de société cotée. Et bien évidemment, Jean-Georges est membre du Club Delville. Il va nous parler de gouvernance d'entreprise, de relations investisseurs et de gestion des risques et de la complexité. Donc pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas de votre écran. Georges, je te laisse donc la parole. Merci Delphine et bienvenue à tous, particulièrement heureux ce matin d'intervenir dans le cadre de Delville Academy pour vous parler de l'entreprise et de sa gouvernance. Alors, je ne vais pas me substituer aux instituts comme l'IFA, etc., pour vous faire un cours détaillé sur la gouvernance. Je vous encourage à aller les voir. Ils ont des formations tout à fait adaptées. Mais je vais plutôt vous parler des contraintes, des opportunités aussi que la gouvernance d'entreprise crée dans la vie du dirigeant et dans la vie des équipes de l'équipe du dirigeant de manière générale, y compris les conseils d'administration. Alors, gouvernance d'entreprise, c'est en fait ni plus ni moins qu'une structure de prise de décision qui a été mise en place pour garantir que en fait, l'ensemble des intérêts des parties prenantes soient pris en compte de manière équitable. C'est un concept qui est apparu en France dans les années 90. Elle est gérée par une norme, hein, qui est la norme ISO 26000. Et donc, c'est un ensemble de processus qui aujourd'hui est bien rodé, mais qui ne cesse de s'alimenter, de progresser, de rajouter des éléments de manière à avoir la gouvernance la plus efficace possible. Alors, elle est basée sur 4 grands principes. Un principe de transparence, un principe de responsabilité, en particulier de bien définir les rôles de chacun, le rôle de l'ensemble des parties prenantes, un principe d'équité, c'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes y trouvent leur compte, en particulier les actionnaires minoritaires ou des parties prenantes qui s'expriment moins que d'autres. Et puis évidemment, tout ceci doit se faire en s'assurant que cette gouvernance d'entreprise amène une meilleure performance, qu'elle soit opérationnelle ou financière. Pour ceci, il y a des organes de contrôle. Alors, des organes de contrôle, il y a pas mal de formes, mais je vais me limiter ce matin à parler du conseil d'administration ou du conseil de surveillance avec directoire, qui est quand même l'organe de contrôle principal pour l'entreprise. Il y a les actionnaires à travers les AGO et les AGE, donc les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Et puis à l'intérieur de l'entreprise, il y a les comités de gouvernance. On va trouver des comités d'audit, nomination, rémunération, RSE. Et puis évidemment, il y a la direction exécutive, c'est-à-dire le management, qui doit mettre en œuvre au quotidien cette gouvernance d'entreprise. Alors, elle est assez universelle dans le monde, cette gouvernance d'entreprise. Elle se met en place à des vitesses un petit peu différentes en fonction des mondes dans lesquels nous vivons, mais il y a quand même quelques petites différences qui, qui sont intéressantes à noter. Dans le monde anglo-saxon, vraiment, l'accent est mis sur la maximisation de la valeur pour les actionnaires et les financeurs, c'est-à-dire les porteurs de dette. Le conseil d'administration est généralement composé de membres indépendants, en tout cas majoritairement indépendants. Et puis, ce qui est vraiment caractéristique, c'est que cette gouvernance d'entreprise, elle est quand même gérée par les marchés financiers. Il y a peu ou pas d'intervention de l'État. Donc, c'est typiquement le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada. En Europe, on a un meilleur équilibre entre les intérêts des actionnaires et ceux des autres parties prenantes, en particulier les parties financières. Il y a l'implication des employés et des syndicats dans la prise de décision,
quelquefois directement au conseil d'administration en fonction de la taille de l'entreprise. Et puis surtout, on a un rôle de l'État dans la régulation qui est beaucoup plus actif que dans le monde anglo-saxon. C'est le cas de l'Allemagne, de la France ou de la Suède. Au Japon, je vais aller très vite, l'accent est mis sur la relation long terme avec tout l'écosystème, c'est-à-dire les investisseurs, les banques, les fournisseurs, et tout est basé sur la confiance et la réputation. En Chine, là, on a des modèles très particuliers, puisque vous n'ignorez pas qu'il y a une forte implication de l'État et du Parti communiste chinois dans quasiment toutes les entreprises, rôle majeur des entreprises d'État, bien sûr, et même s'il y a l'émergence de sociétés privées, ben, vous avez suivi, je suppose, dans les dernières années, comment néanmoins l'État intervenait dans ces sociétés privées. Et puis dans les marchés émergents, Brésil, Inde ou en Afrique, on trouve une combinaison d'éléments des modèles anglo-saxons et européens. On a une évolution très rapide et cette évolution, effectivement, elle est en face de la croissance économique qui est très forte et des besoins de gouvernance très forts également, parce que ce sont des pays qui étaient très en retard côté gouvernance. À mentionner, en particulier en Europe, la place centrale des salariés dans la gouvernance d'entreprise. Ça, c'est un point qui est essentiel, puisque l'entreprise, elle est quand même basée sur des salariés qui apportent leur travail à l'entreprise, en échange d'une rémunération, bien sûr, mais on voit se développer un mode de gouvernance partenariale qui est bienvenu, hein, et qui est là pour prendre en compte les intérêts, non seulement les intérêts externes, mais aussi les intérêts des salariés, avec l'existence de droits très significatifs, hein, le droit de grève, vous le connaissez, le droit de retrait, vous le connaissez, le droit d'alerte peut-être un peu moins, et ce droit d'alerte qui a été vraiment élargi dans son champ d'intervention avec la loi de modernisation de la vie économique, la loi dite loi Sapin II, en décembre 2016. Donc, cette gouvernance d'entreprise, comme je l'ai dit, elle est basée sur des principes de transparence, de responsabilité, mais elle est là surtout pour mettre en liaison et en équilibre l'ensemble des parties prenantes, protection des actionnaires, avoir un cadre qui permet des prises de décision en transparence et éclairées. Également, l'accès aux ressources, les ressources aux prises au sens large, c'est-à-dire c'est des employés bien sûr, mais c'est aussi des ressources financières. Hein. Et puis, deux notions qui sont de plus en plus prégnantes, la notion de gestion des risques, puisqu'on vit dans un monde de plus en plus complexe, et la notion d'image de marque et de confiance. Donc, en résumé, cette gouvernance d'entreprise, elle est là pour donner des règles du jeu. Hein, c'est comme si vous rentrez dans un terrain de rugby, ben, il faut connaître les règles. C'est ce qui permet de suivre le jeu correctement, c'est ce qui permet de comprendre les décisions de l'arbitre. Hein. Donc, cette gouvernance d'entreprise, elle est maintenant assez bien établie. Et la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire le rôle du management des exécutifs, c'est de mettre en œuvre ces règles en transparence pour assurer la durabilité de l'entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas du tout rentrer dans le détail de la gouvernance. Je vous ramène vers les instituts spécialisés. Mais je vais focaliser un petit peu ma présentation sur le rôle particulier du CEO ou du DG, peu importe comment on l'appelle, ou le PDG, en disant d'emblée qu'en France, même si c'est en train de se généraliser, on avait l'habitude de cumuler les postes de président et de directeur général. Là, je parle surtout des boîtes cotées. Vous savez que c'est un mode qui est en train de se faire remplacer par la dissociation des fonctions, c'est-à-dire qu'on a un président du conseil d'administration d'un côté et un directeur général de l'autre. Pour ma part, j'y suis totalement favorable. Je crois même que c'est essentiel. Et je vais même plus loin. Je pense que comme dans les pays anglo-saxons, il faudrait que le président du conseil soit réellement un indépendant et surtout qu'il ne soit pas l'ancien DG. J'y reviendrai dans les questions si vous voulez. Pour garder justement cet équilibre, cette tension salutaire entre un président du conseil et un dirigeant. Alors pour le dirigeant, son enjeu majeur, c'est l'attractivité. Et cette attractivité, elle se décline sur plein de plans. Évidemment, le premier, c'est le côté ressources humaines.
C'est d'abord d'attirer, de recruter, de garder les meilleurs. Et ça, c'est vraiment fondamental pour l'entreprise. Le deuxième, c'est aussi d'attirer les investisseurs. L'entreprise, elle a besoin de capitaux pour se développer. Donc, il faut qu'elle soit attractive pour les gens qui vont venir placer leur argent dans l'entreprise. Ensuite, il faut évidemment satisfaire les actionnaires une fois qu'ils sont rentrés et les marchés financiers qui continuent à suivre l'entreprise. Les clients, qui sont quand même le point numéro un. J'aurais d'ailleurs pu commencer par les clients, il n'y a pas de hiérarchie dans mes points. J'y rajoute la nécessité d'un dialogue social constructif, qui me semble absolument évident et nécessaire. Et puis derrière, à travers la transparence et l'éthique, de bâtir la réputation de l'entreprise sur tous les médias. Et quand je dis tous les médias, c'est évidemment la presse habituelle, mais c'est aussi les réseaux sociaux, et vous l'imaginez bien. Alors, l'entreprise, en fait, elle est au centre d'un jeu de pouvoir et d'influence. Ce jeu de pouvoir et d'influence, il est très complexe et paradoxalement, il est assez précaire. Il est assez précaire parce qu'il évolue très vite. Alors, on va y trouver rapidement l'opinion, l'éthique, les ONG, les organisations syndicales, le personnel, mais aussi les compétiteurs, et puis les actionnaires, les clients et les marchés. Et donc, l'entreprise, elle doit, au quotidien, faire en sorte que ce jeu de pouvoir et d'influence soit le plus stable possible pour qu'elle puisse se développer. Alors, le PDG ou le DG ou le CEO est au centre du jeu. Il est au centre de ce jeu, et là, je vous ai mis une organisation typique. L'organisation, ça a finalement peu d'importance. Je vous rappelle que l'organisation, elle doit être au service de l'entreprise et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne bâtit pas une organisation pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, on bâtit une organisation pour que l'entreprise soit performante. Donc, vous voyez que le DG, il est au centre du jeu, avec en externe les parties prenantes externes, son conseil d'administration, qui lui-même s'est doté d'un certain nombre de comités pour l'aider à faire son travail, j'y reviendrai tout à l'heure, audit, finance, risque, technique, stratégie, rémunération, etc. Des audits externes qui sont là pour s'assurer de la véracité des informations, et puis en interne, alors en interne, il a les organisations syndicales et les CE, il a son COMEX, et puis ensuite son organisation qui généralement, on trouve d'un côté l'organisation opérationnelle avec des business units, et de l'autre côté des fonctions dites support, administratives, fonctions achats, etc., et les ressources humaines. Voilà. Donc vous voyez que ce rôle du DG, il est vraiment au centre des dieux. Et qu'est-ce qu'on lui demande à ce directeur général? C'est un rôle qui n'est pas très bien compris. Moi, je me souviens quand je dirigeais CGG, mes enfants me posaient toujours la question, mais papa, qu'est-ce que tu fais toute la journée? C'est quoi ton rôle? Eh bien, vous allez voir que ce rôle est complexe et on va lui demander d'avoir 4, 5, 6 balles en l'air en permanence dans un exercice de jonglerie compliqué parce que dès que la balle tombe, une des balles tombe, ça devient vite catastrophique. Bon, on va lui demander d'avoir une vision stratégique, mais on va lui demander aussi de gérer le temps court. On va évidemment lui demander de bien connaître son environnement concurrentiel et ses clients, de s'interfacer régulièrement avec les marchés financiers. On va lui demander de maîtriser ses risques. On va lui demander, évidemment, de maîtriser son organisation, ses ressources humaines, son social, de gérer son conseil d'administration, et puis ce qui est un petit peu nouveau, de positionner l'entreprise au centre d'une équation ESG, environnement, social et gouvernance, de HSE, pour garantir la sécurité au travail. On lui demande néanmoins une performance industrielle, il ne faut pas l'oublier. On lui va demander beaucoup de reporting. Et puis, on va aussi lui demander de s'interfacer avec les audits internes et externes. Alors, regardons chacun de ces points rapidement. Le premier point, qui est la vision stratégique et la maîtrise du temps long, elle est essentielle pour un dirigeant. Il doit l'insuffler, il doit la partager avec son conseil d'administration, il doit la partager avec son marché. Mais en même temps, il doit être parfaitement tacticien et maîtriser le temps court. Quand je dis le temps court, c'est le temps très court. Ça peut être l'heure, ça peut être la demi-heure. Quand vous arrivez le matin qu'il y a une crise, il faut que tout de suite ça embraye et que vous puissiez gérer la crise. Et ça demande beaucoup d'efforts de communication, en interne comme en externe. C'est un exercice du pouvoir qui est assez solitaire. Je vous rappelle que, en tout cas pour les entreprises cotées, le dirigeant n'a pas de contrat de travail, il est révocable ad nutum, et donc on peut se poser la question, que diable vient-il faire dans cette galère? Quelles sont ses motivations?
Bien d'abord, c'est de satisfaire son client. Et le client est l'interface concurrentielle absolument essentielle. Et c'est très important parce que même si le dirigeant a un directeur commercial, même s'il a une équipe commerciale performante en national ou international, c'est lui le premier interface client. Et quand ça ne va pas avec un client, c'est le PDG ou le CEO que le client veut voir. C'est lui qui est in fine responsable de la performance, de la tenue des engagements. Et il doit parfaitement connaître son écosystème. C'est une préoccupation de tous les jours, parce que, si je prends un exemple très simple, hein, pas de client, pas d'essence dans la voiture. Donc, la voiture reste au garage. L'interface avec les marchés financiers et les analystes. Alors, c'est un sujet qui est essentiellement pour des sociétés cotées, bien sûr, hein. Donc, marché financier et analyste, ça veut dire que régulièrement, le PDG, le CEO, doit aller à la rencontre des marchés financiers et des analystes, au moins une fois par trimestre, hein, rencontre des investisseurs, soit dans des one-on-one, soit des one-to-many, ça dépend des formats, mais en tout cas, il faut l'organiser avec un reporting très serré et également beaucoup d'interfaces avec les régulateurs. C'est au moins 25% du temps du dirigeant d'une société cotée. Alors, ce qu'il faut bien sentir également, c'est la tension qu'il peut y avoir entre un reporting au trimestre, qui est donc un temps très court, et euh, des visions stratégiques à 4-5 ans, et en particulier lorsqu'on a des sociétés qui sont très gourmandes en capitaux employés. Et il faut savoir réconcilier ce temps long et ce temps court, c'est-à-dire pouvoir dire, ben oui, j'investis X milliards à 5 ans, mais en attendant, je dois rendre des comptes au trimestre, sachant que le temps industriel n'est pas nécessairement celui des analystes. On pourra y revenir dans les questions si vous voulez. L'autre point qu'on demande aux dirigeants, c'est la maîtrise des risques. Et c'est un point qui est en pleine évolution. Pourquoi? Parce que, ben, vous savez, on vit dans un monde de plus en plus complexe, de moins en moins déterministe. Et cette analyse de risque, elle est essentielle parce que quand vous avez quelqu'un qui investit dans une entreprise, s'il fait son investissement correctement, il investit pour un certain profil de risque, pour un certain appétit pour les risques. Et si vous sortez de ce cadre qui fait normalement est renseigné dans vos statuts ou dans vos publications euh, mises à disposition du marché, vous sortez du cadre et assez naturellement, vos actionnaires peuvent vous dire, attendez, là, je ne suis plus d'accord, moi, je n'ai pas investi sur ce type de risque. Donc, il est extrêmement important pour le dirigeant de toujours garder en tête le profil et l'appétit pour les risques qui a été communiqué au marché. Alors, c'est d'autant plus complexe, comme je vous l'ai dit, ça va très vite. Et si je prends par exemple le risque cybersécurité, c'est un risque qui, il y a 10 ans, ou 5 ans même, était à peine mentionné. Ce n'est pas qu'il n'existait pas, mais il était à peine mentionné. Or, il devient aujourd'hui un risque majeur. Donc, c'est très important de pouvoir, pour le dirigeant, maîtriser l'ensemble de ces risques. D'abord, les identifier, les identifier sous forme d'intensité et sous forme de fréquence. C'est la fameuse heatmap là, que j'ai mis sur la droite. Et puis, à côté de ça, c'est de les gérer et de proposer des plans d'action. Alors, l'organisation sociale de l'entreprise, absolument essentielle aussi, les RH, les CE, c'est pour moi le ciment essentiel et la condition sine qua non du bon fonctionnement de l'entreprise. On a parlé de l'attractivité et de la rétention, mais les employés dans l'entreprise doivent se sentir à l'aise. L'organisation, peu importe sa forme, ce qui est important, c'est qu'elle soit respectueuse, c'est qu'elle soit lisible et qu'elle soit comprise par les employés. Et à travers ce côté social, à travers ces interfaces ressources humaines, le dirigeant doit insuffler, d'abord définir, puis insuffler, puis déployer sa culture d'entreprise. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que c'est ce qui va faire la fierté des employés. D'abord, c'est ce qui va attirer les employés, mais c'est aussi ce qui va faire la fierté des employés au quotidien et ce qui va permettre aux employés d'être les plus performants possibles. Évidemment, tout ceci s'accompagne d'un dialogue social obligatoire avec les CE et les organisations syndicales.
la cote n'est pas de moi, mais je dis toujours qu'on a les organisations syndicales qu'on mérite quand on est dirigeant. Voilà. Donc, c'est une préoccupation de tous les instants, difficile de la quantifier parce qu'elle est vraiment au quotidien. Alors, le conseil d'administration. Le conseil d'administration, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'organe principal de contrôle et de gouvernance. Le conseil d'administration doit être compétent, il doit être exigeant, mais en même temps, pour qu'une entreprise marche bien, le conseil d'administration doit rester aidant pour le dirigeant. C'est-à-dire qu'il doit être là en soutien du dirigeant, pour vraiment travailler en partenariat avec le dirigeant, son COMEX, de manière à faire en sorte que l'entreprise soit la plus performante possible. Il doit refléter dans sa constitution les missions de l'entreprise. Hein, le temps où le conseil d'administration était des chambres d'enregistrement, où on a invité les copains, les cousins, les cousines, tout ça c'est révolu, ça n'existe plus. Hein. On est vraiment dans un temps où les conseils d'administration ont d'abord des responsabilités juridiques importantes et se constituent de manière à refléter par leurs compétences les besoins de l'entreprise. Pour ce faire, ils se font aider. Ils se font aider par un certain nombre de comités à l'intérieur du conseil qui sont spécialisés sur des sujets bien particuliers. Les rémunérations, qui deviennent un gros sujet, hein, pour les entreprises cotées. Regardez dans les AGE ou dans les AGO, vous avez un temps très conséquent lié aux politiques de rémunération. Les risques, je viens d'en parler, la RSE, et puis il y a aussi la technique, la stratégie, etc. Donc ça, c'est un point important. L'interface d'un dirigeant de boîte cotée avec un conseil d'administration, c'est au moins 20% de son temps. Parlons un petit peu maintenant de ESG, de HSE et de réputation, puisque vous savez que ce sont des, j'allais dire contraintes, mais ce n'est pas le mot, ce sont des thèmes qui sont en train de se développer très rapidement. Donc c'est toute la partie extra-financière. Ils s'imposent comme absolument fondamentaux dans la vie de l'entreprise. Hein. On va parler d'entreprise à mission dans un instant. L'entreprise doit s'engager légalement et elle doit non seulement s'engager, mais respecter ses engagements dans le domaine de ESG, hein, environnement social et gouvernance. Et cet aspect-là a, je dirais, un impact extrêmement important sur la réputation, l'attractivité et l'accès au financement, particulièrement si on a des entreprises qui font appel à l'épargne publique. Un mot pour le HSE, donc c'est le côté sécurité, hein, hygiène, sécurité, environnement. Pour vous dire que c'est probablement la partie la plus paniquante pour un dirigeant, c'est d'avoir des accidents au travail. Alors, ça peut vous sembler étrange, mais je peux vous le dire pour l'avoir vécu, que si malheureusement il y a des accidents graves au travail, voire des fatalités, c'est un énorme traumatisme pour le dirigeant et pour l'entreprise tout entière. Et un dirigeant qui est normalement constitué doit se sentir extrêmement touché, voire traumatisé le jour où il y a un accident grave dans son entreprise et faire tout ce qu'il faut pour mettre en place un cadre de travail le plus sécuritaire possible. Alors, le zéro défaut est extrêmement compliqué. On peut se le donner comme objectif, bien sûr, mais en tout cas, ça doit être une préoccupation extrêmement forte dans la vie du dirigeant. Un mot sur la performance industrielle. Je vais aller très vite parce que celle-ci, là, vous êtes très familier avec ça. Hein. Le dirigeant, il est aussi responsable, évidemment, de la tenue des délais, des engagements, de la qualité des produits délivrés, la tenue des budgets en interne et en externe. Voilà. Et évidemment, performance industrielle, c'est le moteur de l'entreprise. Si vous avez une entreprise qui est défaillante dans sa capacité à délivrer, à tenir les délais, vous aurez une entreprise qui ne marche pas et ça créera énormément de tensions. Alors, je passe vite parce qu'elle est plus classique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Elle est même très fondamentale. Le reporting financier, extra-financier. Le reporting, c'est d'abord avant tout le tableau de bord du dirigeant. Et ça doit être conçu comme ça. En interne, c'est le tableau de bord qui doit lui permettre à tout moment de prendre la température de l'entreprise, de savoir si son entreprise est en bon état de marche, si tout va bien, si les délais sont tenus, si la conformité au cahier des charges est tenue, etc. Donc ça, c'est
on a des outils, hein, les ERP, là, pour piloter tout ça, il y a tous les outils qu'il faut, mais c'est fondamental. Et à côté de ce reporting industriel classique, il y a le reporting financier en interne, mais aussi en externe avec les actionnaires. Et puis, depuis peu, il y a le reporting extra-financier, donc qui permet de communiquer sur la performance de l'entreprise, sur les autres sujets, hein, RSE, RH, mission, etc. Et surtout de s'assurer que de la tenue des engagements pris. C'est une part croissante de la vie du dirigeant, ce reporting. Il y a 10 ans, le reporting était essentiellement industriel, interne et financier. Le reporting extra-financier est en train de prendre beaucoup d'importance. En fait, enfin, sur les audits internes et externes, qui font partie aussi de la vie du dirigeant, c'est un peu une assurance vie, les audits internes et externes. C'est-à-dire qu'à travers ces audits, soit du contrôle interne, soit des contrôles externes, avec les cabinets d'audit externes, le dirigeant doit s'assurer de la conformité, s'assurer de l'éthique, et surtout de s'assurer que les reportings sont de qualité et que ce qu'on lui dit est vrai. Donc, c'est la certification du bon fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est important parce que c'est la garantie qu'il a, au-delà de son quotidien, des contacts qu'il peut avoir, qu'un œil extérieur, extérieur interne ou extérieur extérieur avec des audits externes, lui confirme que sa vision de l'entreprise et ce qu'on lui dit est bien correct. Donc, ce n'est pas du tout pris comme négatif, mais plutôt comme positif, comme une garantie de bon fonctionnement. Alors, je vais maintenant revenir un petit peu sur je dirais, les développements récents, hein, dans le cadre de cette gouvernance d'entreprise. Bon, en particulier, les nouveaux cadres législatifs de la loi Pacte, qui a été promulguée en 2019, hein, pour prendre en compte les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et la durabilité de l'entreprise. C'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, que vous connaissez tous, hein. Et c'est particulièrement important, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les entreprises qui font appel à l'épargne publique, mais également au marché financier. Vous trouvez de plus en plus, vous allez le voir dans la presse, hein, des fonds d'investissement qui investissent dans des boîtes cotées, qui refusent d'investir dans des entreprises qui ne sont pas suffisamment, je dirais, attentives à la RSE ou qui travaillent sur des sujets ou qui n'ont pas les bonnes missions ou les bonnes raisons d'être. Alors, tout ceci se mesure à travers une norme, hein, la norme ISO 26000, hein, qui va travailler sur la gouvernance et l'organisation. Excusez-moi, je vais aller trop vite. Voilà. Les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté, qui est important, l'impact sur les consommateurs et puis évidemment l'impact sur les communautés et le développement local. Alors, cette évolution de la gouvernance a commencé avec la loi Pacte, hein, et la modification de l'article 1833 du Code civil, avec la RSE, qui, elle, s'applique à toutes les sociétés et qui est contraignante. C'est légal. Ensuite, on va trouver, en deuxième étape, pour les entreprises volontaires, là c'est encore sous l'égide du volontariat, des entreprises qui vont déclarer une raison d'être. Alors, cette raison d'être, elle est là pour préciser un projet collectif. Et puis, on va trouver, à l'autre bout du spectre, pour des entreprises également volontaires, ou les plus volontaires, comme on dit souvent, des sociétés qui vont se doter d'une mission. Et la mission, c'est comment positionner l'entreprise dans son écosystème pour résoudre un problème social bien identifié. Alors, le projet collectif long terme, il est important, et il est important pour donner du sens aux activités de l'entreprise. Ce projet collectif, il doit être là pour fédérer des équipes autour d'une ambition commune qui englobe l'ensemble des parties prenantes. Alors évidemment, il est important pour l'image de marque et l'attractivité. Il est important aussi parce qu'il connecte tous les acteurs et en principe, il est là pour améliorer la performance économique grâce à l'innovation. Accessoirement, pour les sociétés cotées, il peut participer à protéger les sociétés contre des rachats hostiles. Où est-ce qu'on en est? Alors, j'ai les chiffres à septembre 2022, mais bon, j'ai regardé récemment là,
l'indicateur n'est pas sorti, le baromètre n'est pas sorti encore, mais fin 2023, on était passé un petit peu au-dessus de 1000 entreprises à mission. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elles sont surtout dans le domaine des services, un petit peu dans l'industrie, un petit peu dans le commerce. Beaucoup sont en Île-de-France, à peu près la moitié en Île-de-France. En région, c'est un petit peu moins déployé. Il y a un peu plus d'une dizaine d'entreprises cotées. Il y a 3 entreprises publiques. Et puis, il y a quelques licornes avec beaucoup d'innovations qui se sont aussi dotées de missions et de raisons d'être. Alors, passons un peu de temps sur cette mission et ses raisons d'être. Vous verrez, c'est assez intéressant de jeter un coup d'œil. Je vous laisse le juge après de la qualité de ces raisons d'être. Je rajoute quand même, c'est que pour arriver à ces raisons d'être, il faut que vous ayez conscience que ce sont des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures de jus de cerveau de consultants pour arriver à formuler ce que peut être une raison d'être. Alors, regardons la SNCF. Simplifiez vos déplacements, fluidifier le transport des personnes et des marchandises et développer la mobilité de demain. Je vous laisse juge savoir si la SNCF est déjà dans sa raison d'être. EDF, c'est un avenir énergétique neutre en CO2 grâce à des solutions électriques. Décathlon, plus sympathique, rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessible au plus grand nombre. Michelin, très simple, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Bon, je vous laisse lire les autres, mais j'attire votre attention à sur les 2 dernières. Le Crédit Agricole, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Mais quelle société peut dire autre chose? Qu'est-ce qui est spécifique au Crédit Agricole là-dessus? Je ne leur jette pas la pierre, hein, je ne fais pas un procès d'intention au Crédit Agricole. Je dis simplement que moi, ça m'interpelle parce que je trouve que cette raison d'être est tellement générique qu'elle perd sa pertinence. Alors, celle de Philippe Maurice, je la trouve extrêmement interpellante. Se mobiliser et innover pour permettre aux fumeurs adultes d'arrêter la cigarette en faisant de meilleurs choix. Et qu'est-ce qui se passe pour les fumeurs mineurs? Jetons un coup d'œil maintenant à quelques exemples de missions. Nike a porté l'innovation et l'inspiration à tous les athlètes du monde. Alors, je vous déclare aujourd'hui que si vous avez un corps, même si vous êtes virtuel aujourd'hui, vous êtes un athlète. Donc, vous devez vous chausser Nike. Tesla, accélérer la transition vers une énergie durable. Amazon, être une entreprise centrée sur le client dans le monde. Les consommateurs peuvent trouver n'importe quoi en ligne et offrir aux clients le prix le plus bas possible. Je m'interroge quand je vois cette mission d'Amazon, trouver n'importe quoi en ligne, est-ce qu'il y a un mot sur la qualité de ce que vous allez trouver? Voilà, c'est une question, moi ça m'interpelle un petit peu. LinkedIn, je la trouve pas si mal, hein, mettre en relation les professionnels et les rendre plus productifs et performants. Voilà, c'était un petit peu pour vous distraire. Mais néanmoins, je suis obligé de vous dire que cette grande mode de raison d'être et de mission rencontre quand même des points de vue très cyniques. En gros, vous allez avoir des gens qui vont dire tout ça pour ça. Vous avez vu les quelques exemples de raison d'être et de mission que je vous ai montrés. On va dire, ouais, la montagne a accouché d'une souris, c'est du greenwashing, c'est de la poudre aux yeux. Alors, est-ce que c'est les entreprises qui n'ont pas joué les jeux? Ou est-ce que c'est le jeu qui n'avait pas de sens? Et la question, c'est faut-il une raison d'être pour être? Les entreprises à mission, c'est une noble ambition ou est-ce un piège, un piège onéreux? J'allais dire autre chose. Faut-il passer par la contrainte et la régulation? Pour moi, ça, c'est une vraie raison, c'est une vraie question. Et donc, in fine, où poser les limites, comment contrôler et comment garder le sens? Donc, pour terminer, avant de lancer le débat, si on fait un premier bilan, toutes ces mesures de gouvernance sont évidemment louables et nécessaires. Elles participent à une bien meilleure transparence. On a fait d'énormes progrès récemment, dans les 10 dernières années. Il y a un bien meilleur alignement des entreprises avec l'environnement, avec le RSE, avec l'attractivité,
avec les attentes du public, les attentes des salariés et des actionnaires. Mais on a beaucoup contraint en ce faisant. C'est-à-dire qu'on est passé au départ d'une démarche initiale qui était basée sur le volontariat et qui était louable et qui était impulsée par le conseil d'administration, par les dirigeants, pour se doter d'un cadre législatif et des obligations de reporting très lourdes, hein, qui rendent cette démarche onéreuse, en particulier pour les petites structures. Les grandes sociétés se sont dotées de tout ce qu'il faut pour faire, mais quand on passe dans des PME, ça devient un petit peu compliqué. Alors, avec la loi Pacte, parce qu'on n'est pas au bout du sujet, avec la loi Pacte, on a vu arriver un certain nombre de directives. Alors, il y a quelques gros mots là, hein, je vais vous les détailler quand même. Il y a les directives NFRD, c'est le Non-Financial Reporting Directive, qui s'applique à toutes les sociétés de plus de 500 salariés. Il y a la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc c'est tout le reporting extra-financier, qui s'applique à toutes les sociétés de plus de 250 salariés. Toutes les sociétés devront y passer à la fin de 2024, donc pour cet exercice ici, hein. Et puis, l'Europe est en train de pondre une nouvelle directive qui s'appelle la Corporate Sustainability Due Diligence, qui va être là pour vérifier que ce que vous avez bien mis dans la CRD est bien implémenté, avec des pénalités au bout. Alors, tout ceci, je comprends qu'il faille légiférer, qu'il faille rendre contraignant, qu'il faille sortir je dirais, d'une démarche purement volontaire, hein, mais la question que je pose, c'est est-ce que, en ce faisant, on peut continuer à maintenir l'attractivité économique des entreprises, en tout cas sur ces aspects-là. Donc, en conclusion, moi, je suis très favorable à une gouvernance d'entreprise, je dirais, bien structurée. Elle est essentielle pour la transparence et pour l'attractivité de l'entreprise, mais j'alerte sur le côté contraignant, sur le côté onéreux et ce que ça veut dire au quotidien pour les dirigeants, mais aussi pour les salariés. Voilà, je vous propose de m'arrêter là et d'ouvrir le parterre aux questions. Merci beaucoup, Jean-Georges. Donc, effectivement, quelques questions nous parviennent. Donc, je laisse la parole à Nathalie. Merci Jean-Georges. Effectivement, quelques questions. L'une d'entre elles est la suivante. Quid de la représentation de la Terre, de la nature, de l'environnement au conseil d'administration pour prendre en compte l'impact de l'entreprise sur le non-vivant? Bon, je crois que c'est assez bien traité dans l'ensemble des reportings aujourd'hui, hein. Si vous regardez un reporting ESG détaillé d'une entreprise cotée, vous saurez, alors lisez, ça vaut le coup d'en lire un, hein, parce que vous verrez le côté extrêmement détaillé du reporting. On va parler évidemment de l'empreinte carbone, on va parler de l'impact environnemental de chaque entreprise en fonction de son activité, euh, y compris sur la Terre, y compris sur les pollutions, l'impact atmosphérique, l'impact. Ce sont des reportings très, très détaillés qui mûrissent dans le temps. C'est-à-dire que ce reporting extra-financier, il a été mis en place il y a quelques années. Il devient maintenant obligatoire, en tout cas pour des entreprises d'une certaine taille. Et je pense qu'on est rentré dans un cercle qui aujourd'hui amène en tout cas les outils qu'il faut pour les entreprises qui s'y intéressent pour répondre à votre question. Merci beaucoup Jean-Georges. Question suivante. Quelle préconisation pour assurer un équilibre des pouvoirs actionnarial, exécutif, surveillance au sein de la gouvernance? Ouais, alors ça, c'est une question très intéressante parce que elle est, bon, on traite de l'humain, donc il y a de l'humain, hein, et évidemment, pour répondre à votre question, j'ai tendance à vous répondre d'abord que tout ceci va beaucoup dépendre de la qualité des hommes en place, de leur capacité à s'interfacer correctement entre le président, le CEO, les actionnaires, les représentants des personnels.
de manière à ce qu'il y ait une bonne alchimie au quotidien et que ces gens-là s'entendent bien. Bon, mais je ne réponds pas à votre question en disant ça. Je dirais ça, c'est un peu les conditions nécessaires. Elles sont pas suffisantes. Pour répondre à votre question, je crois que ce qui est important, c'est que dans la gouvernance, on précise bien les rôles de chacun. Ça, c'est assez fondamental. Et je reviens sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire que moi, je suis très favorable à une dissociation des pouvoirs entre le président du conseil et le directeur général, c'est-à-dire pas de PDG, mais un président et un DG, deux personnes différentes. Si possible, un président indépendant et surtout un président qui n'est pas l'ancien DG. Et déjà, si on faisait ça dans toutes les entreprises cotées, je pense qu'on aurait un équilibre du pouvoir beaucoup plus sain et beaucoup plus efficace, surtout qui amène beaucoup plus d'efficacité. Merci beaucoup. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions autour de ces sujets-là, hein. Bah, il Ça, est ça- essentiel, hein, surtout qu'en France, on n'est pas tout à fait aligné avec ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Par exemple, Oui, oui, dans le oui. monde anglo-saxon, pour les entreprises cotées en Angleterre, un ancien DG ne peut pas devenir président du conseil. Très bien. Une autre question. Le CSRD d'origine européenne est-il rendu plus contraignant ou allégé dans sa transposition française? Alors non, il n'est pas allégé. Je dirais même peut-être il est alourdi. Alors, non, j'ai tort de dire alourdi. Il est en tout cas, la France s'est positionnée en bon élève de la classe. C'est-à-dire que elle a appliqué très vite, ou elle a déployé très vite ces contraintes amenées par la législation européenne et le cadre européen. Merci Jean-Georges. Autre question. Quel avenir pour la question d'administrateur indépendant et pour quelle Oui. taille d'entreprise? Alors ça, c'est fondamental. Là aussi, c'est une très bonne question. C'est qu'un conseil d'administration, je vous dis, pour qu'il marche bien, il faut d'abord qu'il soit compétent dans les domaines d'activité de l'entreprise, mais ensuite, il faut qu'il y ait suffisamment d'indépendance des administrateurs il faut qu'ils restent bienveillants, bien sûr, ce n'est pas le sujet, mais pour qu'ils, par leurs compétences, qu'ils posent les bonnes questions, qu'ils anticipent et qu'ils soient vraiment des sparring partners pour la direction générale. Et ça, c'est fondamental. L'indépendance, il y a plusieurs manières de l'avoir. Il y a l'indépendance, je dirais, par attache, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien particulier entre ces administrateurs et la direction générale. Elle se travaille aussi dans le temps, c'est-à-dire que lorsqu'on a un administrateur qui reste trop longtemps administrateur d'une société dans un conseil, bah, il a tendance un peu à perdre son indépendance parce que il connaît tellement la société et la direction générale qu'il peut peut-être, hein, euh, perdre un peu de sa volonté de les challenger. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement important dans un conseil d'administration d'avoir le plus possible d'administrateurs indépendants. C'est même fondamental pour un bon fonctionnement. Et alors, on nous demande si vous pourriez préciser les bonnes raisons de dissocier les rôles de président et de DG, et surtout que le président ne soit pas l'ancien DG. On Oui, donne l'exemple oui, de oui, L'Oréal. bien sûr. Je peux préciser ça, bien sûr. Alors, deux raisons. La première raison, c'est justement cet équilibre des pouvoirs entre un conseil d'administration et une direction générale, qui sont deux organes différents, qui doivent travailler main dans la main pour que l'entreprise soit performante, mais qui n'ont pas le même rôle au quotidien. Le conseil d'administration, c'est un partenaire à direction générale, il doit donner les directions, il doit approuver un certain nombre de sujets qui dépendent des statuts et des règlements intérieurs de l'entreprise. Et puis la direction générale, derrière, elle doit implémenter, elle doit être au quotidien. Le conseil d'administration, il ne doit pas se substituer à la direction générale au quotidien. Par contre, il doit challenger la direction générale au quotidien, mais pas se substituer. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces rôles bien séparés entre les deux. Donc, si vous voulez,
premièrement, séparation des rôles. Et le président du conseil là-dedans, il a un rôle fondamental parce que c'est lui qui va animer les débats du conseil. Donc, un conseil, ça se prépare avec la direction générale, mais ça se prépare avec le président. Le président, il doit être connecté, il doit comprendre la société, il doit y passer du temps, il doit faire l'effort de bien la comprendre, de bien l'intégrer pour derrière conduire les débats du conseil de manière la plus efficace possible. Mais encore une fois, il ne doit pas se substituer au directeur général. Alors pourquoi je dis ensuite, ça c'est ma position, hein, mais c'est une position qui est largement répandue en pays anglo-saxons, ça ne doit pas être l'ancien DG qui devient président, tout simplement parce qu'il est très difficile à un ancien DG de prendre la distance et de ne plus faire du quotidien. Si vous avez un président d'un conseil d'administration dans le cadre d'une gouvernance dissociée, qui est l'ancien dirigeant, ça sera très difficile pour lui de ne pas se substituer aux dirigeants au quotidien, de débarquer dans un COMEX, d'aller voir les gens qu'il connaissait depuis 5 ans en disant « mais non, mais ce que te demande à faire le nouveau dirigeant, c'est que des conneries ». Voilà, il faut faire attention. Donc, il faut que chacun reste à sa place, je crois que c'est vraiment, vraiment fondamental, et surtout qu'on garde bien cette tension salutaire entre ces deux organes de direction de l'entreprise. Merci Jean-Georges. Autre question, quelles sont les compétences, aptitudes recherchées pour rentrer dans des conseils d'administration? Quel est le parcours type pour intégrer un conseil d'administration? Oui. Alors, il y a 2 types de compétences. Il y a la compétence technique, c'est-à-dire qu'en fonction des domaines, par exemple, si vous rentrez dans un conseil d'administration avec une forte compétence technique dans le domaine de la société, évidemment, dans son écosystème, vous allez probablement intégrer le comité technologique. Voilà. Si vous avez une bonne connaissance de la stratégie et du secteur dans lequel la société intervient, vous allez probablement amener beaucoup de contributions au conseil sur les aspects stratégiques long terme, M&A, croissance, etc. Donc, je dirais, il y a première demande basée sur la compétence technique, c'est-à-dire quel est votre background. Si vous êtes financier, vous allez amener plutôt travailler au niveau du comité d'audit. Si vous êtes plutôt stratège, vous avez la vision M&A, etc., technique, technologique, mais ça peut être aussi un bon praticien qui connaît bien le secteur et qui va amener beaucoup sur le SG ou sur la RSE ou sur le HSE. Hein. Donc, on va d'abord chercher vos compétences techniques. Et quand on constitue un conseil d'administration, on fait un mapping, une cartographie, si vous voulez, des compétences nécessaires pour que l'entreprise soit pertinente sur son marché. Et ensuite, on va venir chercher des administrateurs pour remplir, pour avoir la cartographie la plus complète possible. Alors, quelquefois, c'est possible, quelquefois, ça ne l'est pas. Mais c'est quand même un besoin. Le deuxième sujet, c'est le côté plus humain, c'est-à-dire votre capacité à interfacer dans un monde clos qui est le conseil d'administration avec d'autres administrateurs et avec la direction générale et d'y amener un niveau d'exigence et de bienveillance. C'est important, la bienveillance c'est important parce que le conseil d'administration a quelquefois traité de sujets compliqués. Donc, c'est important de dire, on se positionne en partenaire en tant que conseil d'administration, on est là pour aider, on est là pour attirer l'attention du dirigeant sur certains sujets qu'il n'a peut-être pas le temps de traiter au quotidien, hein, mais ça peut rapidement se tendre. Quand la société traverse des moments difficiles, c'est là où on voit la solidité des conseils et la capacité du conseil à réagir à des environnements qui se durcissent et qui deviennent très compliqués à gérer. Donc, vous voyez, je crois que la recommandation pour un bon administrateur, c'est d'abord de faire valoir ses compétences dans des domaines particuliers, et deuxièmement, de faire valoir sa capacité à travailler avec une équipe assez resserrée dans une vision d'optimisation de la performance d'une entreprise, en respectant les rôles du conseil d'administration et du directeur général, bien entendu, c'est fondamental. Et à côté de ça, de vouloir s'impliquer dans l'entreprise. C'est-à-dire que
les administrateurs, alors je fais un petit pas en arrière. Le rôle d'un administrateur aujourd'hui a beaucoup changé. Il est complexe, il demande du temps et il demande beaucoup d'investissement. Investissement dans la connaissance de l'entreprise et de son secteur, investissement en préparation des conseils. Je veux dire, un administrateur, il ne peut plus arriver à un conseil sans avoir lu les papiers, comme ça, gentiment, en disant, voilà, je m'assois autour de la table et puis je vais vous amener ma science infuse. Non, ça se travaille. Et si vous voulez, au sein d'un conseil, on voit très vite les administrateurs qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc, il faut bien prendre en tête, garder en tête la compétence, le côté humain, mais aussi la disponibilité. C'est-à-dire que moi, quand je vois des administrateurs, surtout sur des sociétés cotées, qui sont dans 5, 6, 7, 8, 9 conseils, je me pose une question. Je pense que société cotée, faire plus de 3 conseils, c'est très compliqué. En temps. Merci Jean-Georges. Question un petit peu différente, mais qui, qui, qui va nous donner une orientation assez intéressante sur les spécificités inhérentes de la gouvernance au sein des entreprises familiales. Quelles sont-elles Ouais. selon vous? Alors, c'est une question très, très intéressante. Et je vais l'étendre d'ailleurs, si vous me le permettez, pour traiter aussi, je voyais le flux des questions qui arrivaient, le cas des PME et des ETI, Exactement, hein, puisque c'est un petit peu lié. Enfin, tout à fait. oui, enfin, dans les deux cas se pose la question du conseil d'administration. Alors, premièrement, sur les entreprises familiales, moi je pense que c'est absolument fondamental que ces entreprises familiales se dotent d'éléments exogènes, extérieurs, et d'un conseil d'administration avec des indépendants, qui ne soient pas de la famille. In fine, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont imposer leur vue, puisque l'entreprise familiale, elle décidera in fine ce qui est dans l'intérêt de sa famille. Mais elle aura entendu, elle aura été confrontée à d'autres opinions, à d'autres manières de voir. Et in fine, moi j'ai plein d'exemples où même si les décisions ont pris du temps, pardon, ça a permis, cette réflexion a permis des inflexions très fortes des entreprises familiales dans le bon sens. Donc, moi je crois que c'est vraiment important de se doter d'un conseil d'administration. Qu'en est-il pour les PME et les ETI? Mais j'y suis aussi très favorable. Alors évidemment, là on parle de conseil d'administration plus léger, hein, on n'est pas obligé de mettre 10 personnes autour de la table, ça peut être 2 ou 3 personnes. Pourquoi j'y suis favorable? Là aussi parce que le patron d'une entreprise, même le patron d'une PME ou d'une ETI, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exercice du pouvoir très solitaire. Et donc, il faut qu'il ait un organe auprès de lui auquel il puisse se référer, avec qui il puisse discuter, qui ne soit pas menaçant, mais qui lui amène également d'autres points de vue, peut-être une lecture du marché différente, peut-être des opportunités de croissance différentes. Et tout ceci est extrêmement enrichissant. Donc, je pense que voilà, en bonne gouvernance, que ce soit les entreprises familiales ou les PME, les ETI, devraient se doter d'un conseil d'administration, taille à définir, hein, il ne s'agit pas que ça soit très gros, ni très lourd, mais qui est un gage pour moi de pluralité de points de vue et d'enrichissement, si vous voulez, de la décision. Merci Jean-Georges. Autre question, combien de personnes doivent idéalement composer le conseil d'administration d'après vous? Bah, j'ai tendance à vous dire, pour des sociétés d'une taille suffisante, entre 7 et 10 me semble très raisonnable. Au-delà, ça me semble très déraisonnable. Mais bon, dans des entreprises publiques, hein, on peut avoir des conseils à 30 personnes. Bon, mais, on peut se poser la question, en tout cas, moi, je me la pose. Mais pourquoi je dis 7 et 10? Ça peut être entre 5 et 10, disons. Hein. Voilà, c'est peut-être plus simple de dire entre 5 et 10. Parce que si l'on veut, comme je l'ai dit à l'instant, bâtir un conseil qui cartographie en termes de compétences
assez complètement l'écosystème dans lequel l'entreprise intervient, ben, c'est difficile de se passer d'un financier, un comité d'audit, d'un quelqu'un ayant une bonne compétence en RH, en rémunération, hein, d'un technicien pour technicien au sens large, hein, c'est-à-dire une bonne connaissance de la technicité de l'entreprise et des technologies mises en œuvre, d'un stratège pour faire du M&A, etc., et puis de quelqu'un qui connaît bien les opérations aussi. Voilà. À partir de ça, après, on peut rajouter le RSE, le SIG, etc., mais ça peut être aussi couvert par un autre, enfin, je veux dire, un administrateur peut avoir plusieurs casquettes. Mais il faut quand même qu'il y ait un intérêt propre, c'est-à-dire si vous demandez à quelqu'un de devenir votre champion ESG ou RSE ou HSE et qui n'en a jamais fait dans sa vie, c'est pas si simple. Je pense qu'il faut quand même avoir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie technique est importante dans l'administrateur. Quelqu'un qui puisse amener immédiatement une valeur ajoutée. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Georges. Autre question, selon vous, les salariés sont-ils en France suffisamment représentés au conseil d'administration d'une manière globale? Alors, pour les entreprises d'une certaine taille, oui, parce que ça l'est pas, ça l'est par la loi. On peut se poser la question pour des PME et des ETI. Moi, je ne suis pas choqué en tant qu'ancien dirigeant d'avoir des salariés autour de la table d'un conseil d'administration du tout, même pour des plus petites structures. Encore une fois, je reviens sur la question que je posais à la fin. Faut-il que ça soit volontaire ou contraignant? Si c'est volontaire et que des deux côtés, c'est-à-dire que le salarié soit au conseil d'administration en connaissance de cause de son rôle au conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il n'est pas, même s'il est représentant syndical, quand il est au conseil d'administration, il est administrateur de la société. Et en ce sens, il a une responsabilité légale, fiduciaire, hein, en tant qu'administrateur. Donc, voilà, il ne s'agit pas d'exporter ou d'importer, pardon, à l'intérieur du conseil d'administration une démarche syndicale, je parle des administrateurs, là, je ne parle pas des OS ou des CE, hein, mais une démarche syndicale. Il s'agit d'avoir des administrateurs salariés qui comprennent la société, qui comprennent la société de l'intérieur et qui puissent amener là aussi une pluralité de vues ou peut-être des avis un petit peu décalés sur certains sujets, mais en restant dans leur rôle d'administrateur. Merci. Alors, selon vous, les administrateurs doivent-ils être rémunérés? Oui, je pense qu'ils doivent l'être parce que tout travail mérite salaire et un administrateur qui fait bien son travail va passer du temps, va passer de l'énergie, va s'impliquer dans la boîte, dans son environnement pour la comprendre, pour la faire vivre, pour lui permettre de se développer. Et donc, ça me semble assez logique que les administrateurs soient rémunérés. Merci beaucoup. Et alors, j'ai une question qui est assez intéressante parce que ça revient sur une des réponses que vous aviez faites précédemment. Une personne nous dit qu'à sa connaissance, le nombre maximum au sein d'un conseil d'administration est de 18 membres. Oui, oui, vous avez raison. Mais pour les sociétés publiques, vous trouvez beaucoup plus de personnes autour de la table. Alors après, ils ne sont peut-être pas tous administrateurs, mais on va trouver des censeurs, il y a tout un florilège d'appellations qui font que vous risquez de vous trouver autour de la table avec une trentaine de personnes. J'imagine, oui, oui, tout à fait. Mais vous avez raison, en termes d'administrateurs purs, il y a une limitation en nombre. Euh, Et je dirais heureusement. Merci beaucoup, Jean-Georges. Alors, une dernière question, parce qu'il y a de multiples questions, mais on pourrait rester là encore autour de la table, si je puis dire, encore une heure. On nous demande si est-ce que la présence, pardon, dans le conseil d'administration d'un administrateur avec des compétences en matière de qualité, affaires réglementaires, HSSE, RSE, VP qualité, etc., est une option valable, utile, nécessaire. Pardon, redonne-moi la question, Delphine, Euh, j'ai raté le début. Est-ce que la présence dans le conseil Oui. d'administration d'un administrateur qui aurait des compétences en matière de qualité, affaires réglementaires, HSSE, RSE, est une option valable, utile,
voire nécessaire. Tout à fait. Elle est à la fois valable, utile et nécessaire. Je vous confirme. Bon, d'abord parce que, alors j'ai pas parlé du tout de cet aspect parce que ça fait partie de la vie du quotidien, mais au conseil d'administration, on a évidemment un directeur juridique, hein, secrétaire général du conseil, qui s'occupe de ça, qui s'assure de la bonne orthodoxie de la tenue des conseils, du reporting légal. Hein, ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est l'occasion de le faire. Et en particulier, dans le cadre des nouvelles du reporting extra-financier, il me semble absolument nécessaire d'avoir des gens ayant ces compétences, ayant ces sensibilités, hein, pour pouvoir traiter de ces sujets de reporting non financier qui deviennent très, très, très importants. Alors, Je voyais une petite question qui m'intéresse. oui. Il y a une question qui disait, le président externe et indépendant doit-il être actionnaire? Alors, ça pose la question de, est-ce que ça pose deux questions. Est-ce que les administrateurs doivent être actionnaires et est-ce qu'ils, je dirais, peuvent participer ou est-ce qu'ils pourraient être rémunérés en actions de l'entreprise? Ce sont deux questions intéressantes pour moi. La première question, est-ce que les administrateurs doivent être actionnaires? Oui. Alors, je suis sans ambiguïté là-dessus. Je vais même plus loin, c'est que je pense qu'il faudrait qu'ils soient actionnaires au minimum à hauteur d'1 an de jetons de présence en valeur d'entreprise. Il faut que, comme le disent les anglo-saxons, il y ait du skin in the game. Il faut que les gens se sentent concernés. Et il faudrait, mettons que vous soyez appointé administrateur pour 3 ans, ben, il me semblerait assez normal qu'1 an de cette rémunération soit utilisé pour acheter des actions et devenir actionnaire. Maintenant, est-ce que les administrateurs peuvent être payés en actions directement? Ça, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, les actionnaires ne peuvent pas participer pas les actionnaires, les administrateurs, excusez-moi, ne peuvent pas participer au plan d'action proposé par l'entreprise. Je crois que ça se discute, ça évoluera probablement dans le temps, parce que je trouve personnellement qu'un administrateur, au plus il est impliqué dans l'entreprise, et l'actionnariat est une manière de s'impliquer dans l'entreprise, au plus il se sentira directement concerné par la durabilité, par la performance et la qualité de ce qu'il va trouver à l'intérieur de l'entreprise. Jean-Georges, merci infiniment. C'était absolument passionnant et il y a encore de nombreuses questions qui nous parviennent, ce qui montre un peu l'intérêt du sujet. Vous pourrez retrouver ce replay qui sera annoncé sur notre page LinkedIn Delville Management. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le 18 avril. Nous recevrons Kaoru Okada qui nous parlera du multiculturel, une donnée d'entrée à ne pas négliger dans toute communication stratégique. Merci encore, Jean-Georges, et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci Merci à vous Jean-Georges, merci tous, à un tous. plaisir, merci. Bye, merci Au beaucoup. revoir. Au Au revoir. revoir.